soir, après cette journée si particulière où même Jupiter était de la partie, un avion présidentiel frappé par la foudre, ce n'est tout de même pas si fréquent. J'espère que la nuit qui s'annonce va être plus calme. Jusqu'à 1h, vous avez les pleins pouvoirs. C'est vous qui prenez la parole sur Europe 1 en appelant le 39 21 où vous attendent Julie et Asiba ainsi que Philippe Chartier qui réalise l'émission. Et vous pouvez également vous exprimer par mail sur le site europe1.fr ou nous envoyer vos commentaires, vos réflexions par SMS au 7 39 21 en commençant vos messages par le mot nuit. 39 21, je vous attends. Europe 1, Caroline Dublanche. Bonsoir Zaya. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Je suis vraiment contente que vous avez pris mon appel. Parce Je que vous en prie. vraiment j'attendais ce moment-là Oui. pour intervenir. Vous m'avez envoyé voilà. un mail parce que vous êtes en instance de divorce depuis 1 an. Oui, depuis 1 an. Et moi, franchement, mon mari, je l'aimais beaucoup. Vraiment, je sais pas comment j'ai fait pour tomber sur la tête comme ça. Mais pourquoi vous avez décidé de divorcer alors ? Ben, écoutez, parce que au départ, tout au départ, on s'est connus et il y avait un récépissé autorisé de rester en France en attendant qu'on fasse ses papiers. Bon, comme on était amoureux l'un de l'autre, moi, j'ai rien vu venir. Mais lui, il était vraiment pour quelque chose, avec ses copains, etc. Mais moi, il n'y a personne qui me dit attention, faire attention à ce genre de truc. J'ai jamais eu affaire à ce genre de truc. Ben voilà, bon, on s'est mariés. Au bout de quelques années, quelques temps, bon, il m'a avoué lui-même. Il y a des gens qui m'ont dit, bah écoute, Zaya, c'est pour les papiers qu'il s'est marié avec toi. Je dis non, mais c'est pas vrai, on s'aime, c'est pas possible. Il me dit, tu verras. Et un jour, il a bu, et il m'a tout dévoilé. Il m'a dit, je suis mariée avec toi, juste pour régulariser ma situation. Ah. Et Là, il vous a dit ça sur un coup de colère ou Un coup de colère. ça vous semblait d'accord parce que Oui, un coup de colère, oui. bon Un coup de parce que colère, parfois vraiment, la colère fait dire des choses qu'on ne pense pas forcément. Ah. Un coup de colère, vraiment un coup de colère. Et moi, parce qu'il savait que je l'aimais vraiment. Mhm. Et il savait très bien, lui aussi, il m'aimait. Je ne dis pas de son amour, il m'aimait vraiment. Et il m'a choisi. Je lui dis, pourquoi t'as pas choisi quelqu'un, je sais pas moi, quelqu'un de plus jeune, déjà. Pourquoi ? Parce Bah, il est plus jeune que vous, votre mari ? Oui, il est plus jeune, il a 38 ans. Et vous avez quel âge, Zaya ? Moi, j'ai 50 ans. Oui. Alors, quand on s'est mariés, j'avais peut-être 45 ans. Voilà. Oui, donc il y a pas longtemps, vous êtes mariés, il y a 5 ans. Oui, il y a 5 ans. Donc, il avait 38 ans. Et je me suis posé la question. Il me dit, mais non, l'amour, elle n'a pas d'âge. Bon. Ce qui est vrai, c'est vrai. parfois, oui. Ouais. Par contre, là, mes enfants, ils l'ont pas accepté. Mes enfants, premier mariage, ils l'ont pas accepté. Il m'a dit, maman, écoute, méfie-toi, ces gens-là, juste pour régulariser la situation, et puis, paf, ils partent. J'ai dit, mais non, il m'aime, mon mari m'aime, je l'aime, laissez-moi tranquille, vivre tranquille. Bon, j'ai pas écouté personne, Oui. personne. J'ai fait qu'à ma tête, on s'est mariés. Quand on s'est mariés, bon, voilà, on a pris un appart tous les deux parce que je peux pas vivre avec mes enfants. Vos enfants sont majeurs Oui, ils sont grands. Ouais. Donc ils sont majeurs malgré tout. Donc ils m'ont dit bon voilà, il n'y a pas de problème, tu peux y aller vivre avec lui. Par contre lui, il viendra pas vivre avec nous dans notre maison. Je dis, il n'y a pas de souci. Donc, je suis partie, on a pris un studio. Voilà, ça a marché bien. Oui.
Et puis jusqu'au jour il avait bu franchement. Et ça, c'est un mec influençable. Donc il est vite influencé. Oui. Et quand il est rentré, il m'a dit, tu sais, je suis mariée avec toi par les papiers. Le jour où il avait bu. Oui, le jour D'accord. qu'il avait bu. Il m'a dit, tu sais, je suis mariée avec toi juste pour les papiers. Oui. Je dis, non, je te crois pas. Non, je te crois pas. Ouais, notre amour, il est où alors? Il est dans les papiers. Il me dit, non, mais franchement... mais ça se voyait il tournait autour du pot, et il tournait dans toute la maison. Et, voilà. J'ai dit, bon, maintenant, je m'en vais chez moi. Puisque pour les papiers, moi, je m'en vais. Il m'a dit, non, tu t'en vas pas, tu restes ici. Enfin bref, je suis restée le lendemain. Je ne pouvais pas rester avec quelqu'un qui s'est marié avec moi pour les papiers. Je me suis renseignée à droite à gauche. Mais parce que ça, c'était le soir où il est rentré, où il était alcoolisé, où il vous dit ça. Ouais. Bon, Oui, donc, mais évidemment, je comprends que ça vous déstabilise profondément et que vous vous mettiez à douter de ses sentiments. Mais vous en avez reparlé à froid, c'est-à-dire lorsqu'il n'était plus alcoolisé, de ça avec lui. Qu'est-ce qu'il a dit à ce moment-là? Il était sur la même ligne ou est-ce qu'il a nié? Qu'est-ce qu'il disait? Pas du tout. Oui. Pas du tout. C'est-à-dire? Il était pas, c'est-à-dire, il m'a dit non, mais c'est pas vrai. J'étais avec tel. Ils m'ont fait boire pour te dire ça, etc., etc. Parce que tu es quelqu'un de bien et ils sont jaloux, etc. Ouais. Et je dis écoute, maintenant moi, je sais plus quoi penser. Est-ce que c'est pour les papiers ou c'est pour moi? Il m'a dit non. Les papiers, c'est pour les papiers. C'est pas ça. Hein. J'ai dit ça. Sous le coup de l'alcoolaire et de l'alcool. Voilà, mais alors comment vous en êtes arrivé au divorce? C'est parce que la relation s'est détériorée entre vous? Ah oui. On est bon. À chaque fois, il me dit j'ai pas encore mes papiers. Et pourtant, j'ai été avec lui à la préfecture. J'ai dit écoutez quand même, il faut faire les papiers à mon mari quand même. Il va pas rester comme ça comme ça. Ils m'ont dit écoutez, monsieur, il doit retourner au bled et vous faites regroupement familial. Oui. Et mon mari, il n'a pas voulu. Il a peur d'y aller là-bas et de rester là-bas. Donc, quelque sorte, c'est ta faute. Donc, voilà. Et à chaque fois, il me dit, c'est ta faute. Tu dis n'importe quoi. Tu n'es pas au courant de rien. Je dis, comment ça se fait? Moi, je suis ici et je dis n'importe quoi. C'est vrai, ce genre de choses, je ne connais pas. J'ai jamais eu affaire à ce genre de choses. Mais qu'est-ce qu'on lui conseillait? C'est-à-dire, c'est à la préfecture, on lui conseillait de repartir dans son pays et de procéder après à un regroupement familial. Tout à fait. Et c'est pour tout le monde pareil. Hein. Oui, c'est ça. J'imagine que c'était pas une mesure qui était propre, destinée spécialement à votre mari. Mais il avait peur après que, en repartant, ne l'autorise pas à revenir par la suite en France. Donc il n'a pas voulu le faire et donc il n'a toujours pas obtenu ses papiers. Non. Et donc la situation s'est dégradée entre vous. Oh, c'est dégradé fort. Il me tape pas. Hein. Il m'a jamais mis sa main sur moi. Il n'a jamais fait des insultes. Oui, il m'a insulté. Voilà. Pourquoi tu m'as laissé? Pourquoi tu es parti? Tu m'as laissé comme un pauvre malheureux. Mais vous l'aviez laissé? Ouais, je l'ai laissé. Je suis retournée chez moi. D'accord. Je pouvais pas rester. Vous aviez gardé votre appartement, vous? Ah oui, j'ai gardé ma maison. Bon, oui. d'accord. Donc lui, il est resté dans l'appartement qu'on avait pris à deux. D'accord. Donc là, franchement, la première fois, il s'est fait arrêter par la police de l'air et frontières. On m'appelle, donc j'étais pas en divorce. Donc on m'appelle, on me dit, madame, votre mari, il faut venir chercher votre mari. Oui. Donc voilà, j'y suis allée, j'ai été le chercher, voilà. Ils n'ont rien trouvé sur lui, aucun papier, lettre, c'est-à-dire que... Il n'a pas un titre de séjour? Il n'a pas... en attendant, il a un titre de séjour quand même? Oui, il a un titre de séjour, Oui. Il a un titre de séjour,
n'autorise pas à travailler ni quoi que ce soit. Donc voilà, elle est là, c'est plus de 6 jours. Demain, il peut lui dire, allez hop, il faut partir. Donc lui, il a peur de partir. Je dis, mais si tu pars, normalement, tu un pars chez toi. titre de séjour, c'est valable. Il n'est pas en situation irrégulière, votre mari? Bah, quand on lui a donné les papiers, non, il n'était pas en situation régulière. Alors Parce que peut-être qu'il n'a sinon- pas renouvelé. C'est ça, il faut le renouveler, un titre de séjour. Ça se renouvelle tous Si, les il a ans. renouvelé. Si, Bon, si. alors pourquoi Si, il il faut a renouvelé. partir? C'est ça que je comprends pas. Mais la Bah, situation, elle n'est pas vraiment là-dessus. Vous m'appeliez parce que vous êtes divorcé et malgré ce Pas divorce, divorcé, pas encore. pas encore, vous êtes en instance de divorce, pardon, Ouais. et malgré tout, vous dites dans votre mail que vous ne voulez pas voir votre ex-mari ni lui téléphoner, mais que lui revient à la charge, il vous Oui, il revient à rappelle, la il vous dit charge. qu'il n'est pas bien, et, et donc que vous aimeriez pouvoir passer à autre chose, mais Oui, que c'est ça. lorsqu'il vous rappelle, eh bien, ça réveille tout ce qui s'est passé. Et on l'entend bien, Exactement. puisque vous nous parlez de tout ça et que vous semblez avoir une certaine culpabilité. Alors, quand il revient vers vous, quand il revient à la charge, pour reprendre votre expression, que vous dit-il? Qu'est-ce qu'il attend de vous quand il vous rappelle? Il attend de moi d'annuler le divorce. Il attend de d'accord. moi Oui. que j'annule le divorce et que de vivre ensemble, quoi, de repartir à zéro. Et moi, je ne peux pas, parce que je ne peux pas annuler le divorce. Ça fait plus d'1 an qu'on est en divorce. Comment je vais dire à mon avocate, t'as dit maintenant c'est bon, je ne divorce plus. Alors que moi maintenant, Qu'est-ce je que veux vous passer souhaitez? à autre chose. Oui, vous souhaitez passer à autre chose. Oui, moi je Bon. souhaite, parce que quelqu'un qui me dit comme ça, soit avec l'alcool, sans alcool, pour moi c'est parce qu'il a quelque chose dans le cœur. Oui, je suis Voilà. assez d'accord avec vous. Ouais, donc c'est franchement parce qu'il a repensé. Oui, parce qu'on Et peut dire sous l'effet de la colère, on peut avoir à un moment il y a plein de raisons dans un couple. Il y a plein de moments où on peut être en colère contre l'autre. Oui, bien sûr. Mais c'est vrai que là, c'est finalement, par moment d'ailleurs, avec l'alcool désinhibe et permet, vous avez raison de dire parfois ce que l'on a sur le cœur, véritablement. Ah oui. Et de dire que peut-être on a des motivations. Qu'est-ce qui fait que l'on se marie, que l'on épouse? Bon, on peut avoir des motivations diverses et variées. Et peut-être que là, lui, en l'occurrence, c'était pas réellement les sentiments sincères et profonds que vous éprouviez, mais des motivations qui étaient d'obtenir des papiers, ce qui, si c'était le cas, voudrait dire que peut-être, s'il veut revenir vers vous, ce n'est pas parce que c'est l'amour qui le guide, mais parce que il a besoin de ses papiers. Bon. Voilà, Donc auquel cas, vous seriez instrumentalisé dans cette histoire. Oui, tout à fait. Mais moi, l'important je peux de pas. toute façon, au demeurant, c'est que vous avez envie de passer à autre chose, de toute façon. Moi non, moi c'est fini. Moi dès que Puisque il c'est vrai que c'est compliqué, évidemment. C'est compliqué, On voit bien que même étant marié avec vous, eh bien, c'était difficile, parce que c'est compliqué. Avant, il suffisait d'être marié pour obtenir les papiers, que maintenant, ça c'était durci, c'était compliqué, c'était lourd, et que ça a créé beaucoup de tensions entre vous. Et beaucoup de tensions. Finalement, c'est comme si, même s'il y avait eu de l'amour, peut-être ça n'y a pas résisté, ce qui est quand même problématique. Donc peut-être qu'il n'y avait pas suffisamment d'amour aussi. Peut-être qu'il n'était, de votre côté, oui, mais peut-être pas du sien. Oui, tout à fait ça. Parce que moi, je peux vous dire que je suis tombée de haut, parce que j'ai fait une grande dépression. Mais je comprends. Vraiment une dépression très grave. J'ai vu mon psychiatre, j'ai vu un psychiatre, mon médecin traitant, etc. Je suis tombée vraiment de haut. Je suis devenue comme un squelette qui marche dans la rue, quoi. Je mangeais plus, j'ai été trahie, quoi. J'ai été trahie. Quelqu'un qui me trahit une fois, il peut me trahir une deuxième fois.
Mais Donc, disons que oui, vous ne repartiriez pas dans cette relation avec confiance, non. ce qui poserait Pas problème. possible. Non, c'est pas possible parce que comme mon avocate elle a écrit, elle lui a demandé dommages et intérêts parce que j'ai subi vraiment des pressions très très graves, profondes, vraiment profondes. Et voilà, mon psychiatre, il a aussi souligné que vraiment, cette dame-là, elle est vraiment dans la dépression à cause de son mari. À quoi ça sert de rester avec lui? Oui. Ça ne sert à rien. Oui. Donc, il faut que madame, elle continue ses soins. Prend ses médicaments, on va dire. C'est vrai, je me suis soignée, je me suis fait aider, et là, je suis bien. Donc, voilà. Et là, quand il voit que je suis bien, et donc là, et monsieur revient à la charge. Il revient, de temps en temps, il m'appelle, paf, et avec un... Oui, mais ce qui est curieux, c'est que pourquoi n'a-t-il pas voulu... finalement suivre les démarches qui lui étaient proposées au départ et que font beaucoup de personnes dans sa situation, c'est-à-dire repartir et demander un regroupement familial. De quoi avait-il peur? Bon, on peut comprendre sa peur de finalement après qu'on ne l'autorise pas à rentrer sur le territoire français, mais pourquoi s'est-il pas renseigné auprès d'associations? Enfin, voyez, plutôt que de vous le faire payer à vous. Oui, c'est vrai. Pourtant, vous n'étiez pas responsable de ça. C'est pas vous qui décidez, qui faites les lois. Non, pas du tout. Non. Au contraire, vous auriez aimé que ça se passe bien pour lui. Vous aviez tout intérêt à ce qu'il soit régularisé, qu'il puisse obtenir ses papiers. Ça aurait été plus simple. Tout à fait. Même à la préfecture, et c'est pas comme il sait pas bien vraiment parler français, et c'est moi qui parle à sa place. Qui l'accompagnait dans ses démarches, qui était là pour le soutenir. Voilà, pour le soutenir moralement et tout. Et en plus, il dit que ça va pas, c'est de ma faute, quoi. Oui, c'est là où ça ne va pas. Parce que vous étiez au contraire très très aidante, enfin prête à vraiment, vous étiez à ses côtés. Et en fait, il s'en prenait à vous, comme si vous étiez responsable de sa situation. Alors, Zaya, je vous propose qu'on accueille Yvette, qui a écouté attentivement votre témoignage et qui a appelé le 3921 pour vous conseiller. Bonsoir Yvette. Bonsoir. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Bon, je crois qu'il y a une erreur qui a été faite, c'est que ce monsieur, d'après les dernières lois qui sont en service depuis 2 ans, aurait dû repartir dans son pays et demander un regroupement familial. Mais il est très difficile et pratiquement impossible maintenant de pouvoir avoir de regroupement familial. Et c'est pour ça qu'il n'est pas reparti. Il le savait. Mais il y a un organisme qui peut l'aider actuellement, c'est la CIMAD. C'est une organisation internationale qui défend les demandeurs d'asile gratuitement. Et vous l'avez sur Paris. D'accord. Alors maintenant, le problème psychologique de cette dame-là, je n'ai pas trop d'idées, mais ce que je sais pour voir ces choses très souvent, c'est que quand il y a une telle différence d'âge, les préfectures sont très inquiètes et évidemment ne font pas exactement les démarches qu'il faudrait faire. Tout à fait, oui. Eh oui. Bon, c'est la misère humaine, c'est comme ça. Ça a duré quand même, madame, des années. Mais oui, ça a duré 5 ans. C'est bien pour ça que si vous aviez, il faut que vous vous adressiez à cette association parce qu'il a quand même la chance de pouvoir rester en France parce que votre mariage est vieux de 5 ans. Et quand un mariage a déjà 5 ans d'âge, les préfectures sont quand même plus faciles. Mais c'est pas la peine d'aller à la préfecture. Au contraire, il vaut mieux ne pas y aller et vous faire aider par une association qui vous montera un dossier solide. D'accord. Non, mais on a été dans toutes les associations et vous avez été à la CIMAD. Est-ce que vous avez été à la CIMAD? La CIMAD, vous dit Yvette.
Oui, mais je ne sais pas. Parce que nous, on n'est pas dans Paris, on est dans le Nord. La CIMAD, c'est une association. existe partout. Hein. Ah, d'accord. Mais la CIMAD, c'est l'association qui s'occupe des personnes demandeurs d'asile. Voilà. D'accord. Les demandeurs d'asile en difficulté. D'accord. Hein. C'est-à-dire. Moi, j'ai pas l'adresse sur le Nord. Oui, enfin, mais on peut la trouver. CIMAD, CIMADE. CIMADE, de faire Oui. CIMAD dans la région où vous habitez, je ne sais pas où vous habitez, et vous trouverez leur adresse tout de suite. D'accord. Mais le problème que là, madame, ce qui se pose, c'est que mon mari, il a reçu, comment on appelle ça, une OQTF. Voilà. Une obligation à quitter le territoire français. Exactement. Et il est toujours là. Bon, il est toujours là, je sais bien, vous n'êtes pas les seuls. Bon, écoutez-moi, essayez de prendre contact avec la CIMAD. Est-ce que, attendez, qu'est-ce que je peux vous dire qui peut vous conseiller qu'est-ce que vous avez dans votre ville? Qu'est-ce que vous avez comme association caritative? Il n'y a pas grand-chose. Il y a la Croix-Rouge. Bon, la Croix-Rouge. Eh bien, stoppons. Vous allez à la Croix-Rouge. Vous leur demandez l'adresse de la CIMAD. Ouais. Et eux vous la donneront si vous n'avez pas d'ordinateur. Voilà. Vous apportez tout votre dossier. OK? L'OQTF et tout ce qu'il vous faut, tout ce que vous avez eu. Et vous leur présentez et ils vous aideront à défendre votre mari. En tout cas, elle n'est plus avec son mari, de toute façon. Non, c'est ça, c'est qu'elle n'est plus avec son mari. Et c'est vrai que vous pouvez dire à votre mari, quand il vous appelle, qu'il peut contacter cet organisme. Voilà. Mais vous, peut-être que ça vous aidera à moins porter ça et à moins vous sentir responsable de lui, à moins avoir cette culpabilité. Parce qu'on a l'impression que vous avez comme une forme de culpabilité. Alors qu'après tout, vous avez fait ce que vous avez pu pour cet homme, et puis vous le faisiez même pas. D'ailleurs, c'était pas pour rendre service, c'était vous aimiez cet homme. Non, voilà. Bon, plus maintenant. Votre situation s'est dégradée. Alors après, comme vous dites, vous n'êtes plus en confiance, vous avez besoin d'avancer. Donc lui veut vous recontacter parce que il s'accroche à vous, mais peut-être pas pour de bonnes raisons, en tout cas de votre point de vue. Donc il ne faut pas vous laisser, si vous voulez, happer par lui. Tout à fait, encore une fois. Oui, encore une fois. Parce que là, non, je me laisserai pas faire parce que j'ai même pas appelé mon avocate pour lui dire, mon mari, il m'harcèle encore. Parce que j'appelle ça, c'est comme du harcèlement. Caroline, il y a le côté psychologique, il faut l'aider elle-même. Bien sûr. Il faut aider, je crois. Oui, bien sûr. C'est effectivement Zaya qui a besoin d'aide par rapport. Vous avez raison, Yvette. Qui a besoin d'aide par rapport à cet homme. Et lui, elle peut lui dire qu'il va dans cet organisme et qu'il se débrouille maintenant. C'est son affaire. Non, mais exactement. Franchement, à toute honnêteté, moi je lui dirais rien du tout parce que il m'a fait souffrir, il m'a fait tomber de haut. Alors vous avez raison. Donc je ne peux pas lui dire fais ça. Alors vous avez raison. Alors c'est Zaya, vous avez raison. Maintenant, il faut vous occuper de vous et de votre vie. Comme dit Cathy, c'est à vous de décider si vous voulez ou non de cet homme. Vous avez décidé que vous n'en vouliez plus, que vous vous occupez de vous et qu'après tout, il est assez grand pour s'occuper de lui-même, pour frapper aux bonnes portes, aux associations. Il peut avoir des contacts, mais en tout cas, qu'il n'attende pas de vous que vous vous occupiez de lui, parce que, comme vous dites, il vous a fait du mal. Ah oui, tout à fait, mais c'est pas un mal de rien du tout. C'est un mal, j'ai failli perdre la vie quand même. Bon, alors... C'est à elle, il faut que quelqu'un s'occupe d'elle, surtout. Voilà. Et lui, entre eux, ils connaissent les associations. Oui, en général. Savez, entre eux, ils savent. Oui, en général, ils se soutiennent. Mais si on pouvait prévenir ces femmes de ne pas se laisser avoir, je ne sais pas comment faire. Il y en a très peu, mais il y en a quelques-unes qui se font avoir.
Merci Ah non, en tout non, cas non. Yvette, Je parce vous en que prie. vos Bonne renseignements soirée. peuvent être utiles à d'autres Oui, personnes qui nous écoutent, ça, qui c'est sont une dans ces chose, situations-là. oui. Hein. Oui. Merci quand même, hein. Merci beaucoup. Merci de nous avoir appelés. Bah, écoutez, nous Merci sommes une beaucoup. association sur Vannes et nous nous occupons des demandeurs d'asile à longueur d'année. Oui. Je fais des dossiers à longueur d'année. Bah oui, j'imagine. Voilà. Allez. Merci Bonne pour soirée à vous tous. Bonne soirée Yvette. Au revoir. Merci. Bah écoutez Zaya, de toute façon vous avez la réponse puisque vous dites que vous ne voulez plus voilà vous occupez de lui, il vous a fait du mal et maintenant Oui, c'est important que vous vous protégiez. Donc quand il vous appelle et comme vous dites vous vous sentez harcelé, c'est important d'être très ferme et que vous pouvez même lui dire que s'il continue à vous harceler, vous allez agir, que vous lui demandez impérativement de ne plus vous appeler, que de toute façon votre décision est prise, qu'elle est ferme et définitive. Ah oui, tout à fait. Parce que là, franchement, Caroline, à l'heure actuelle, que j'ai vraiment de la chance de survivre jusqu'à aujourd'hui. Parce qu'après tout ce qu'il m'a fait, après tout ce que, franchement, c'est ignoble de se marier avec quelqu'un pour les papiers. Et alors après, il me dit non, c'est pas pour les papiers, c'est pour les blabla. Bon. Je ne crois pas. Vous, il vous a fait du mal, vous vous êtes senti trahi, blessé. On comprend que vous n'ayez pas envie maintenant de l'aider dans ses démarches. Ça se comprend de votre point de vue. Donc, il faut que vous vous occupiez de vous, que vous continuiez avec votre avocate et que vous ne donniez pas de prise. Au besoin que vous changiez aussi de numéro. C'est quand même la meilleure façon. Je ne sais pas comment qu'elle l'a eu. J'ai changé mon numéro. C'est que quelqu'un lui a donné, hein, dans votre entourage. Oui, tout à fait. C'est que quelqu'un de votre entourage lui a donné. Il ne peut pas le deviner. Bon. Alors, demandez conseil à votre avocate aussi là-dessus, parce qu'à ce moment-là, elle peut peut-être aussi, c'est son rôle aussi, hein, en tant qu'avocate, passer un petit coup de fil à ce monsieur en disant que s'il continue comme ça à vous ennuyer au téléphone, il peut être poursuivi aussi pour ça. Elle peut lui faire un petit courrier. D'accord. Parce que là, j'ai oublié aussi de vous dire que elle me dit, voilà, tout ce qui a été dit, tout ce que j'ai dit, j'avais des preuves. J'avais vraiment des preuves. Mon psychiatre qui me soignait, grâce à lui que je suis encore debout. Franchement, je pensais pas qu'un jour je vais vivre, parce que c'est très très dur quand on aime quelqu'un. On se donne tout, et même laisser ses enfants. J'ai pas laissé mes enfants en bas âge. Ils sont grands, ils sont majeurs. J'ai bien voulu refaire ma vie, et voilà, je suis tombée d'où j'étais même, je mangeais plus. Oui, j'ai bien compris que vous aviez été très détruite par cette histoire. Donc c'est clair, Zaya, vous n'avez pas d'ailleurs même à vous justifier. Ce que j'ai du mal à comprendre, c'est pourquoi vous éprouvez encore le besoin de vous justifier par. Qu'est-ce qui vous pousse à... Vous voyez, c'est comme si vous aviez besoin de dire... Pourquoi on sent que ça reste encore très douloureux. Ouais, bon, finalement... douloureux. Oui, mais on sent à quel point ça reste encore douloureux. Donc, bon, cet homme vous appelle, lui, a ses raisons pour vouloir arrêter la procédure de divorce. Vous avez les vôtres pour vouloir la poursuivre. Ce qui compte, c'est ce que vous souhaitez, vous. Voyez, vous ne défendez pas, vous ne poursuivez pas les mêmes intérêts. Bon, non, donc lui, il a les siens, vous avez les vôtres. Donc pourquoi finalement les siens vaudraient plus que les vôtres? On a l'impression que vous vous justifiez en disant j'ai souffert, vous comprenez, donc je ne peux pas finalement l'aider dans ses démarches. Non, ça s'entend. Pourquoi vous justifiez? C'est comme ça. Je me justifie en quelque sorte parce que j'ai trop souffert. Mais on l'entend. Trop abîmée, j'étais même abîmée. Oui, mais donc occupez-vous de vous et poursuivez votre chemin. Vous n'avez pas, à un moment, ce qui compte, c'est votre vie. Tout à fait. Il faut que vous en convaincre. Vous n'avez pas besoin de nous en convaincre.
Il faut que vous arriviez, vous, à vous en convaincre. Alors, au besoin, continuez à vous faire aider un petit peu sur le plan psychologique. Oui, c'est vrai. Ce travail que vous avez fait, je crois qu'il est important de le poursuivre. Hein. Et puis, si vous n'arrivez pas un peu à vous défaire comme ça du lien, c'est parce que certainement, parce qu'il sent aussi cette fragilité chez vous. Et à ce moment-là, parlez-en à votre avocate en disant, elle peut soit lui faire un petit courrier ou avec votre psy aussi, de façon à la prochaine fois que vous l'avez, déjà vous ne décrochez pas quand il vous appelle. C'est aussi la meilleure façon, c'est de ne pas répondre, de ne pas donner prise, de ne pas répondre quand il appelle. Ou une bonne fois pour toutes, vous lui dites maintenant ma décision est ferme et définitive. Voilà. Et s'il continue à vous appeler, à ce moment-là, en parlez à votre avocate pour qu'elle vous donne un petit tuyau ou au besoin un courrier en disant après ça relève du harcèlement. Hein. Voilà, bon courage Zaya. Au revoir. Merci beaucoup Caroline, merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Europe 1. Pour intervenir dans l'émission, appelez le 39 21 34 centimes la minute. Caroline Dublanche. Bonsoir Véronique. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Bonsoir. Vous avez entendu l'histoire de Zaya et vous êtes reconnue un peu dans cette histoire. Oui, tout à fait, oui. Oui. Et moi, en fait, dans quel sens? Dans quel sens? C'est que je me suis mariée aussi donc avec un étranger d'origine algérienne et je suis restée 7 ans mariée avec lui. Et en fait, quand il a eu ses papiers, et pourtant au départ, c'est pareil, j'étais beaucoup plus âgée que lui. Et donc, je lui avais dit que le jour où il avait envie de partir, je le laisserais parce que je comprenais qu'il y avait une différence d'âge et que s'il avait voulu me quitter, je pouvais le comprendre. Mais c'est la façon dont ça s'est passé qui m'a beaucoup blessée et surtout qui m'a laissée très meurtrie. Et quand Zaya a téléphoné pour dire qu'en fait son mari lui a dit qu'il l'avait épousée que pour les papiers, qu'elle se soit sentie blessée, ça je le comprends tout à fait. Moi, j'avais un petit peu cette idée-là dans la tête, mais je ne pensais pas à ce point-là. Et si j'avais quelque chose à lui conseiller, effectivement, c'est exactement ce que vous lui avez dit, Caroline, c'est-à-dire qu'elle cesse de prendre ses appels et que s'il continue, effectivement, qu'elle s'adresse à son avocat et qu'il est absolument inutile qu'il revienne parce qu'en fait, il veut revenir parce que s'il est divorcé, il n'aura pas ses papiers parce que le fait qu'il est l'épouse d'une femme française lui donnait automatiquement la nationalité française. En tout cas, c'est ce qui s'était passé avec moi. Là, on voyait que c'était compliqué. C'est parce que peut-être au moment où vous étiez avec vous, cet homme, mais là, c'était compliqué. À un moment, c'était comme ça, mais ça ne l'est plus. Oui, ça a dû changer. Ah oui, ça s'est durci. Mais, oui. Malgré tout, j'ai quand même eu beaucoup de mal à ce qu'il ait ses papiers. Hein. Oui. Parce que moi, je l'ai épousé en 2002. Oui, et il pouvait les avoir tout de suite et il les a pas eus parce qu'évidemment la préfecture, vu mon âge, vu le sien, on soupçonnait je ne sais trop quoi. Oh, mais malheureusement, il y a des situations même de personnes qui sont mariées, qui ont un enfant, qui travaillent et qui n'arrivent pas à obtenir leurs papiers parce que vous savez maintenant il faut présenter c'est pas le terme, c'est pas un concours, il faut passer un examen, voilà. Oui. Et je connais comme ça une jeune femme qui travaille depuis plus de 10 ans, qui a une petite fille, qui est mariée, mais à chaque fois c'est au niveau de la maîtrise de la langue où c'est un peu délicat et où elle est recalée à cet examen. Donc, du coup, elle n'arrive pas à avoir la nationalité française. Donc, c'est compliqué, hein. Ça peut être. Chaque situation, c'est au cas par cas. Ce sont des situations difficiles et douloureuses parfois. Oui. Le fait d'être marié avec un ressortissant français facilite quand même les choses. Encore maintenant. Facilité, oui. C'est de moins en moins vrai. Oui. Et oui, en quelque sorte, quoi. Mais en fait, c'était uniquement pour les papiers. Et je pense que si elle n'avait pas voulu divorcer, qu'il soit resté, et une fois qu'il aurait eu ses papiers, il l'aurait quitté.
Ça, je peux vous le garantir. La façon dont elle parlait de lui, je l'ai ressenti comme ça, absolument. Bah, ce qui est embêtant, c'est qu'il a après, c'est pas toujours ce qui se joue, c'est toujours compliqué ce qui se joue dans un couple, mais c'est Zaya nous disait qu'elle était présente, qu'elle accompagnait à la préfecture, puisque justement il y avait cette barrière de la langue. Et puis à chaque fois, finalement, il y avait beaucoup d'agressivité, parce qu'on peut comprendre que pour cet homme, ça soit une source d'angoisse. Mais pourquoi s'en prendre à Zaya, puisqu'au contraire, elle était très très prévenante, très présente pour lui, donc elle n'avait pas à payer pour ça. Hein. Au contraire, elle n'était pas responsable. C'est pas elle qui fait les lois. Mais de toute façon, on paye pour toutes les bontés qu'on a et voilà. Hein. Moi, j'avais en plus de la violence dans notre couple, donc on se battait carrément parce que moi, je me suis pas laissée faire. Oui. Donc c'était devenu insupportable. Et quand il a eu ses papiers, la violence a augmenté, jusqu'à ce que je décide moi aussi de me sauver. Sans ça, je crois que je serais peut-être dans mon cercueil à l'heure actuelle. Mais malheureusement, je n'arrive pas à en décrocher. Enfin, moi, personnellement, j'en ai complètement décroché. Mais lui, du coup, maintenant, il se trouve dans une situation extrêmement précaire. Et sans arrêt, il me téléphone, sans arrêt, il m'appelle, il pleure, il me demande mon aide. Et j'arrive pas à m'en défaire, du tout, parce que, effectivement, je lui coupe pas tous les ponts parce qu'il me fait pitié. Et quand il vient... C'est paradoxal, ça. Vous venez de nous dire que ça a été très, très compliqué, que cet homme, vous vous êtes senti utilisé dans la relation, qu'il y a eu de la violence entre vous. Oui. Et que malgré tout, il vous fait pitié. Oui, il me fait pitié. Ce qui est d'ailleurs pas un sentiment... c'est pas un sentiment valorisant pour lui. Pourquoi il vous fait pitié? Il me fait pitié parce que je le vois vraiment dans entre guillemets la misère. Il n'arrive pas à trouver de travail. Il est au RSA maintenant. La plupart du temps, il vient pleurer en me disant que il a plus rien, plus d'argent, plus rien à manger. Effectivement, avec 400 €, il n'y arrive pas. C'est un gros fumeur. Et j'ai pitié, alors je lui ouvre ma porte, je lui fais à manger, je lui donne un petit peu d'argent, mais je me rends compte que ça me pèse moi énormément et que je n'arrive pas à m'en défaire parce que je me dis mais je serais pas un être humain si je le laissais dans la rue, alors que parfois on donne la piécette aux mendiants, vous voyez. Et j'ai vécu 7 ans avec lui et j'y arrive pas alors que j'en ai envie. J'ai envie, je veux plus le voir. Mais ça m'éclaire parce que j'avais le sentiment, c'est un peu ce que je ressentais chez Zaya. C'est quand je disais, peut-être c'était pas le bon mot, mais cette justification auprès de nous de dire il faut que je tourne la page, j'ai souffert, mais comme si c'était quand même malgré tout compliqué de laisser cet homme parce qu'effectivement ils n'étaient pas dans une relation à égalité. Quand on quitte quelqu'un en sachant que l'autre peut rebondir entre guillemets parce que il est dans une situation à égalité sur un plan économique, on va dire, sur un plan social, sur un plan, vous voyez, alors que là il y a un déséquilibre profond dans la relation. Oui, absolument. Mais en fait, Zaya, elle l'a aimé, donc elle a été extrêmement déçue. Oui, ça forcément. Ouais. Forcément, quand on se dit que il y avait que finalement elle l'aimait et que là c'était pour des raisons autres. Mais bon. Oui. On découvre parfois, alors peut le découvrir dans d'autres histoires. Quand une histoire d'amour s'arrête, on peut aussi découvrir parfois que on aimait quelqu'un et puis que cette personne nous aimait moins, voire pas du tout, qu'on a été aussi abusé. Oui, bien sûr. Ça peut arriver aussi, pour d'autres raisons. Et c'est toujours une profonde blessure. Oui, moi je me suis extrêmement impliquée pour lui. Pour vraiment l'aider à s'en sortir, pour qu'il ait une vie meilleure, pour qu'il ait un travail. Et je lui ai fait faire des formations. Écoutez, cet homme-là, il m'a coûté les yeux de la tête pour ça. Oui, mais c'est là, vous voyez, où c'est pas neutre non plus. Là, cette rencontre, elle est pas neutre. C'est-à-dire dès le départ,
part, il y a quelque chose qui se joue qui s'est joué de singulier. Quand vous dites cet homme-là, il m'a coûté les yeux de la tête. Oui, oui. Oui, Dans parce que cet investissement, dans ce coût, vous voyez pourquoi, comme s'il fallait payer. Vous voyez, c'est symboliquement, finalement. Je voulais l'aider. Je savais qu'il avait eu une enfance très difficile et qu'il a quitté un pays où il n'y avait aucun avenir. Oui, mais c'est des situations très douloureuses, hein. Voilà. Et mais pourquoi, d'une certaine façon, vous voulez continuer à l'aider? Ben non, même pas en plus. Non, parce que je l'aide comme j'aiderais peut-être celui dans la rue qui me tend la main parce qu'il est dans la misère, vous voyez. Mais j'ai plus du tout envie de m'appliquer, mais j'ai beaucoup de mal à carrément couper définitivement les ponts, parce que d'abord, c'est jamais moi qui le sollicite, c'est toujours lui. Et le fait d'avoir vécu 7 ans avec lui, de l'avoir aidé, de l'avoir soutenu, de l'avoir entouré, de l'avoir choyé, j'ai du mal à me dire que maintenant il est quand même dans la précarité. Dans la précarité. Là, il m'a demandé de venir demain. Est-ce que je peux venir demain écouter un petit peu de musique sur Internet? Oui, mais vous voyez que ça va toujours un peu loin, parce qu'à vouloir aider, finalement, aussi, il cherche à empiéter. Oui, absolument. Et en même temps, derrière la relation d'aide, en disant je veux aider dans une relation amoureuse, hein, dans la relation de couple, dire je vais prendre en charge, aider. Alors il y a un côté très gratifiant aussi, parce que finalement à aider l'autre. Puis dans la relation d'aide, c'est aussi, on prend un peu le pouvoir dans la relation. Oui, certainement. C'est nous qui avons le pouvoir. Hein. Exactement. Et c'est toujours à double tranchant. Oui. Parce qu'à un moment, l'autre peut aussi se rebeller contre ça. Oui, absolument. Peut-être qu'il s'est rebellé contre ça aussi, le fait de l'avoir vraiment protégé. C'est pas protégé, puis à un moment d'avoir trop d'ascendant sur lui. Oui, forcément, j'en avais de par ma situation, c'est clair. Pourtant, j'ai essayé de ne pas lui montrer, mais il a dû se sentir, je sais pas. Je sais pas ce qu'il va devenir. Je voudrais arriver vraiment à m'en détacher, puis m'en occuper. Et j'ai du mal. Et c'est vrai que je conseille à... Il faudrait qu'il aille vers des associations susceptibles de l'aider. Parce qu'il y en a quand même. Il faut profiter. Ouais. C'est ce que je lui dis. Je lui dis, il y a les Restos du Cœur, tu peux aller faire... mais des associations actives, des associations militantes aussi. Vous voyez ? Pas seulement c'est formidable, hein, ce que font les Restos du Cœur, mais elles sont dans l'aide pour venir aux gens qui effectivement dans le quotidien pour leur permettre de manger, enfin vraiment de les aider dans le quotidien. Mais il y a aussi pour les demandeurs d'asile et autres, il y a des associations qui vraiment militent à leur côté. Enfin, il y a des associations qui sont à même de les aider. Ça peut aussi être utile. Là aussi, vous pouvez l'aider de cette façon-là et l'aider finalement à se prendre en charge et à retrouver une certaine dignité, parce que éprouver de la pitié pour quelqu'un, c'est jamais une bonne chose pour lui. Oui, très certainement. Lui redonner aussi une certaine fierté. Mais il a ses papiers, lui, par contre. Alors, je ne sais pas si les associations dont parlait l'autre dame lui seraient utiles à lui. Oui, lui a ses papiers. Oui, lui, il a ses papiers. J'ai réussi à lui faire avoir difficilement, mais j'y suis arrivée. Bon, alors pourquoi après c'est compliqué pour lui? Ça, c'est une autre histoire. C'est compliqué parce qu'il trouve pas de travail. Ouais. Bon, parce que c'est vrai c'est plus compliqué aussi. C'est peut-être son histoire. Et pourquoi vous continuez à le prendre en charge? Ça, c'est peut-être votre histoire à vous. Ouais. Hein? Merci en tout cas de nous avoir appelés. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir. Pour parler à Caroline Dublanche, appelez le 39 21 34 centimes les minutes. Bonsoir Jamal. Bonsoir Caroline, Bonsoir. Comment ça va? Ça va bien et vous? Ça va, moyen. J'aurais aimé avoir mes papiers en France. Oui, alors vous êtes en voiture et vous avez écouté la discussion et vous dites, vous vouliez un petit peu parler de la situation des sans-papiers en France, parce que justement c'est votre cas. Ça fait 15 ans que vous vivez en France, c'est ça? Exactement, depuis
Alors, depuis 2008 exactement, depuis 2008. D'accord. Mhm. Enfin, ça fait... Je vis ici en France. Et, Donc ça j'ai fait pas rencontré 15 ans, hein? Non, Oui. non, Oui. je me suis trompé. Je suis rentré en 98, pardon. 98. C'est le D'accord. fait que je suis mal garé, ça me perturbe un peu. D'accord. Alors, Bon, je suis fâchée recommence. moi aussi avec les chiffres, donc il n'y a pas de souci. Je recommence. Je suis rentré en France en 98. Oui. J'ai passé 10 ans sans papier, un clandestin basique, le vrai clandestin à Paris. Tout le monde a profité de moi. Les gens, ils disent, ils ont qu'à se faire les papiers, ils ont qu'à y aller travailler, mais il faut savoir que quelqu'un sans papier à Paris, il se fait exploiter par tout le monde. Alors Et c'est qui tout le monde? Tout le monde. Les propriétaires d'hôtels, les locataires, les avocats surtout. Les avocats, c'est des vrais suceurs de sang. Ouais, alors on peut pas dire pour- tous les avocats, hein, quand même. Il Ah faut bah, peut-être. Vous un êtes avocat- tombé sur Alors, des je vous explique. sur des Pour avocats ouvrir comme un ça. dossier- Ouais. Pour ouvrir un dossier chez un avocat à Paris, il faut commencer par donner un acompte. La plupart du temps, ça commence par 500 € Ouais. pour ouvrir un dossier. Et une fois que le dossier est déposé, il faudra encore payer les honoraires qui vont sur 500 €. Alors, ça fait 1000 € déjà pour rien. Et à la fin, la plupart des cas, sur 90% des cas, le résultat est négatif. Parce que Oui. la préfecture a donné une réponse négative. On ne sait jamais pourquoi exactement. La Oui. préfecture ne se justifie jamais. Oui. Et je reviens sur ce que je disais. Par les patrons d'entreprise, les artisans, qui Oui. font travailler les gens qui ne les payent pas ou qui les payent au bout d'un mois et demi ou 2 mois de travail. Vous travaillez dans quoi? Alors, moi, personnellement, je suis technicien en froid et climatisation. D'accord. J'ai pu travailler dans mon domaine jusqu'après 10 ans, quand 10 ans, j'ai eu un récépissé. Je me suis régularisé grâce au fait que je me suis marié, que j'ai eu une petite fille. Entre-temps, je me suis fait expulser parce que je me suis marié. Alors la PAF, la police des frontières, une fois que j'ai fait mon mariage à la mairie, ils ont su où est-ce que j'habitais. Ils sont venus à la maison, ils m'ont arrêté. Et en votre femme est française? Ma femme est française, de souche. D'accord. Et ils sont venus à la maison vous arrêter après votre mariage à la mairie? Après mon mariage à la mairie, parfaitement. Parce que la mairie a dû les prévenir. Quelqu'un, sûrement dans le service du mariage, a Oui. dû les prévenir. Oui. Ils sont venus à la maison, arrestation, commissariat, garde à vue de 48 heures, interrogatoire de tout ami et famille de ma femme. Un monsieur qui me louait une chambre, pareil, il a été interrogé. Et par la suite, maison de rétention, une semaine ou même pas. Monsieur Sarkozy était le ministre d'Intérieur et à ce moment-là, c'était vraiment quelque chose. Alors, même pas une semaine expulsé au Maroc. Ils ont demandé au consulat marocain, je suis d'origine marocaine, ils ont demandé au consulat marocain de certifier un papier que j'avais fourni à la mairie, comme quoi j'étais célibataire au Maroc. Oui. Ce papier-là que j'ai ramené du Maroc, ils l'ont fait certifier au consulat marocain. Et avec ce papier-là, ils ont prouvé mon origine, le pays d'origine Maroc, et j'ai été expulsé au Maroc. Voilà. Alors, j'ai dû revenir au bout d'un an et demi, parce que ma femme, j'étais marié. Mais comment avez-vous fait pour revenir? Alors, ma femme a emprunté de l'argent à Carrefour avec 6% sur le crédit. Quelque chose qui est énorme parce que dans ce temps-là, elle était étudiante et personne ne pouvait lui donner de l'argent. Non, mais comment avoir fait pour revenir en étant expulsé? Oui. Parce que c'est important, c'est important. Ouais. Elle a emprunté 6 000 € avec 6% le crédit et elle me les a envoyés. J'ai acheté avec les 6 000 € un contrat de travail en Espagne. J'ai fait demander un visa espagnol au Maroc que j'ai eu. Je suis rentré en Espagne et je suis rentré en France la rejoindre. Voilà, c'est comme ça que j'ai pu rentrer en France. Alors, ma femme est tombée enceinte, elle a eu un bébé, j'ai fait une deuxième demande de régularisation et ils m'ont fait balloter jusqu'à il y a 2-3 mois avec des petits récépissés. Des petits récépissés de 3 mois. La préfecture, elle m'a fait, tous les 3 mois, elle me renouvelait des petits récépissés et que j'envoyais des recommandés, mes fiches de paye, mes contrats de travail, mes justificatifs d'impôt, tout, j'envoyais à la préfecture. Et une dame, en fait, elle gardait sous le coude mon dossier.
jusqu'au jour où je me suis fait arrêter en fait pour un stop que j'avais grillé. 90 € d'amende et 4 points de moins sur le permis. Et le monsieur, il a fait rentrer l'amende au terminal. Il y a une fiche de recherche qui est sortie. À cause de la PAF qui sont venus m'arrêter, quand je suis rentré sur le sol français, ils m'ont mis une affaire comme quoi je suis rentré sur le sol français alors qu'ils m'avaient expulsé. D'accord. Et le jugement d'expulsion, il y a eu avec une interdiction de territoire. Du coup, j'ai eu un jugement de 2 mois de prison que j'ai effectué. Et à la prison, il y a l'assistance sociale. J'ai été la voir pour... là, je viens pour les associations, tout ça. J'ai été voir l'assistance sociale par rapport aux associations pour qu'elle m'aide à pousser mon dossier, parce que dans ce temps-là, j'avais un petit récépissé et rien. Il n'y a pas d'association. Les gens, ils disent, vous allez qu'à aller voir les associations. Les associations, ils ne peuvent pas faire grand-chose. La seule administration qui peut décider pour nous, c'est la préfecture. Oui, voilà. bien sûr. Bah, évidemment, c'est là, la préfecture applique la loi en vigueur dans le pays. Mais les associations, néanmoins, peuvent quand même vous soutenir, vous aider, être à vos côtés dans vos démarches, vous conseiller, mettre à votre disposition des avocats particulièrement spécialisés. C'est très rare. Alors là, c'est très rare. J'ai fait appel à toutes les associations. Je suis avec vous à l'antenne. Est-ce que pour une fois, quelqu'un d'une association a appelé, il a dit oui, moi... écoutez, on va accueillir quelqu'un d'une association. Allez-y, j'aimerais bien. Parce ça serait intéressant... Ça serait intéressant peut-être d'avoir... je ne sais pas si Sardaigne est là. Est-ce que je peux terminer mon histoire ? Écoutez, on va passer un petit peu de musique et puis nous l'accueillerons ensuite et on discutera ensemble. D'accord ? Très bien, ça me va. D'accord. Jusqu'à 1h sur Europe 1, Caroline Dublanche. Rejoignez sur Europe 1 dans cette émission qui est la vôtre et où vous pouvez nous parler de vous, de votre vie, me poser toutes les questions qui vous préoccupent en appelant le 39 21. Vous pouvez également rebondir par SMS au 7 39 21 en commençant vos messages par le mot nuit. Vous pouvez également revenir sur les différents témoignages en nous adressant vos mails sur le site europe1.fr. Alors Jamal qui nous parlait de sa situation de sans-papier juste avant le journal de minuit n'est malheureusement plus avec nous parce qu'il a repris la route et on ne prend pas les personnes qui sont au volant par précaution. D'abord parce que c'est interdit et puis voilà, donc il est sur la route et nous ne pouvons pas donc poursuivre la discussion avec Jamal. C'est dommage parce que Elena posait une question par mail en disant comment a-t-il pu se marier en France et avoir son permis français. Et c'est vrai que moi j'aurais bien aimé, il y a plein de choses que j'ai pas compris dans le témoignage de Jamal. Je me disais comment alors qu'on est sans papier se présenter dans une mairie pour se marier, puisque d'ailleurs Jamal disait que c'est suite à ça que des personnes à la mairie certainement l'ont signalé et que la police s'est présentée à son domicile. En même temps, c'est vrai que c'était un peu aller se jeter dans la gueule du loup parce que sans papier, aller dans une mairie et aller se marier, c'est... Je pensais même pas que c'était possible. Et après, j'ai pas compris cette histoire de passer par l'Espagne pour obtenir un certificat de travail. Donc, il y a plein de choses où j'aurais bien aimé avoir des pouvoir poser des questions, mais bon, malheureusement, Jamal est pas là. Alors, Jamal nous disait
que les associations ne pouvaient rien faire, n'avaient été d'aucun recours pour lui, puisque ça passait évidemment par les préfectures. Évidemment, c'est là que les lois, c'est elles qui font appliquer la loi. Et il demandait s'il y avait des représentants d'associations. Alors Sardaigne, c'est à vous que va incomber cette lourde tâche. Vous êtes avec nous au 39 21. Merci d'avoir répondu présent. Représentant d'associations, je ne sais pas, c'est peut-être un peu lourd, mais vous avez travaillé. Bonsoir Sardaigne. Oui, bonsoir. Bonsoir. À vous et tous vos auditeurs. Vous avez travaillé à la CIMAD dont nous parlait Yvette tout à l'heure. Oui, ça fait il y a déjà très longtemps, mais oui. J'ai quand même appris 2 ou 3 choses concernant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France. Oui. Même si le droit a particulièrement évolué, nous dirons qu'il s'est durci. Oui. Avec pas mal de restrictions qui donnent, il faut le reconnaître, pour ces dernières années, un climat et une atmosphère qui n'est pas très propice pour des étrangers qui méconnaissent leurs droits de les faire valoir, parfois. Et il y a des structures comme notamment la CIMAD. Il y en a beaucoup. La CIMAD, elle a ça de particulier, c'est que c'est une institution, en tout cas à ma connaissance, qui remonte à la Seconde Guerre mondiale, où elle a organisé un peu l'accompagnement, l'aide des réfugiés pendant cette période. Et elle est connue aussi pour des projets de développement avec des pays du Sud, des régions un peu démunies. Oui. Et elle est surtout connue, en tous les cas, moi, j'ai fait à l'époque des permanences avec des responsables de la CIMAD concernant le droit des étrangers. Alors la CIMAD, elle a une maison mère, si on peut dire, à Paris, et puis des antennes locales dans quelques grandes villes de France, comme Lyon, Marseille. Oui. Et elle a aussi ça de particulier, c'est que, je ne sais pas si ça a changé depuis, je ne le crois pas, elle est la seule qui a un droit d'entrée dans les centres de rétention et même une permanence. Donc, qui est intéressant pour prendre contact avec les personnes qui auraient besoin d'informations, parce que c'est souvent cela qui manque aux intéressés. C'est au regard des situations diverses, quel est l'état du droit et comment éventuellement ils peuvent bénéficier d'assistance juridique. Voilà, alors concernant Jamal, et pour répondre à votre interrogation, comment un étranger en situation régulière peut se marier à une mairie. J'avoue que le droit européen, notamment la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, qui est un traité qui est signé par les pays qui sont membres non seulement de l'Union européenne, mais bien au-delà. Il doit y avoir une cinquantaine de pays qui ont ratifié cette convention. La France l'a ratifiée dans les années 70, aux alentours de 75-76. Et c'est un traité international qui s'applique immédiatement en droit interne. C'est-à-dire que n'importe qui peut faire valoir ses dispositions devant un tribunal français, devant un tribunal national, quel qu'il soit. Et la Convention, elle indique dans son article 12, alors celui-là je m'en souviens bien, elle indique que tout étranger a droit au mariage. Ah d'accord. Et la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, du même nom, est constante là-dessus. Elle l'a rappelé à plusieurs reprises, à un certain nombre de pays qui le méconnaissaient, et elle a spécifié que même un étranger en situation irrégulière a le droit fondamental au mariage. Donc c'est pour ça que des étrangers en situation irrégulière peuvent s'unir dans une mairie. Et pour le cas de Jamal, a priori, il n'y a pas eu d'objection, sinon le maire aurait suspendu et puis soumis au procureur s'il y avait une suspicion de mariage blanc. Alors, c'est pour ça que je m'étonne
que les services de la PAF aient été... Oui, c'est ça. Alors, ce qui est fou, alors en revanche, c'est qu'après, c'est qu'il soit venu chez lui et que suite à ça, il était placé dans un centre de rétention. Parce que ça veut dire que quelqu'un l'a dénoncé. C'est ça, oui. C'est que quelqu'un à l'intérieur de la mairie l'a dénoncé. Alors que, comme vous dites, ça fait partie d'une convention ratifiée par la France. Et que donc tout étranger, même en situation irrégulière, a le droit de se marier en France. C'est cela. Et la difficulté, souvent, c'est que... vous voyez, vous m'apprenez quelque chose. Avant même de pouvoir exercer un recours ou de contester une décision administrative, oui. que ce soit d'une préfecture ou du ministère de l'Intérieur, le temps leur manque, et puis ils sont saisis. Ils sont saisis de leur personne et puis dirigés sur un centre de rétention en attente d'un document de l'autorité consulaire compétente, c'est celle qui a la nationalité du ressortissant, et qui l'atteste. Parce qu'il ne suffit pas juridiquement de pouvoir sortir un étranger du territoire, il faut le faire rentrer dans un autre territoire qui est souverain, qui a un cadre juridique, et les pays dans lesquels sont éloignés les étrangers, ils veulent s'assurer que c'est bien le bon, qu'il n'est pas d'une autre nationalité. Bien sûr. Donc il y a ce temps-là, et puis le temps aussi de trouver une place sur un avion. D'accord. Voilà, donc les centres de rétention servent surtout à ça, mais c'est aussi un moment où un ressortissant étranger peut, s'il dispose de l'information, faire valoir des moyens de droit auprès du juge de la rétention, qui est un magistrat du tribunal de grande instance. D'accord. Et dernière question, qu'est-ce qu'il faut pour... on peut être bénévole donc à la CIMAD, qu'est-ce qu'il faut avoir comme disposition particulière ? Alors évidemment, on peut être bénévole. Alors moi je suis rentré... à l'époque, j'étais objecteur de conscience et la CIMAD, comme d'autres associations en France, elle a un agrément du ministère de la Défense. Oui. Pour accueillir des jeunes gens qui doivent faire leurs obligations nationales, oui, oui. Et qui peuvent la faire sous la forme d'un service civil, qui dure plus longtemps, qui dure 2 ans. Voilà, et donc à la CIMAD, moi, je dirais que j'ai fait un peu mon droit, puisqu'il y avait beaucoup d'avocats qui étaient animés par cette cause, et qui animaient donc des commissions de formation à lesquelles moi j'ai participé. D'accord. Ouais. Voilà, donc qui m'ont mis un peu au fait de la législation en vigueur, et puis plus largement de ce que je connaissais pas, c'est-à-dire l'organisation administrative et puis juridique de la France. Voilà, et donc il y a aussi le GISTI. Alors eux, ce sont des juristes pur sucre, puisque ce sont pratiquement des avocats qui viennent souvent du syndicat, soit du syndicat des avocats. Et le GISTI, ils éditent chaque année un guide, tant sur la nationalité que le statut des étrangers en France. Et c'est vraiment des documents essentiels pour les personnes qui animent ce type de permanence. Mais ils interviennent directement auprès des étrangers ou c'est juste ils éditent des guides? Je pense qu'on peut les solliciter. Je crois qu'ils ont un site. Hein, ils établissent. Ils rédigent chaque année. Ils mettent à jour aussi 3 ou 4 guides qui sont vraiment très très bien faits. Ce sont des guides d'intervention, de soutien aux travailleurs immigrés. Voilà, ils existent aussi depuis très longtemps. D'accord. Et ils indiquent même les modalités, la façon de faire, des types de recours. Parce que vous savez que comme on est dans un registre du domaine administratif, l'intéressé peut se défendre lui-même. Pour peu qu'il ait un modus operandi. Moi, j'ai eu l'occasion de le faire à l'époque. Ce qui est compliqué, hein, déjà, quand on ne connaît pas bien,
c'est Voilà, compliqué de se défendre soi-même, mais bon. Comment dites-vous la justice Le Justi. Le Justi, G-U-S-T-I. G-U-S-T-I. D'accord. Et vous pensez qu'ils ont un site? Leurs ouvrages, leurs documents ce sont des petits livrets. Ils sont vraiment très très bien faits. J'ai pas vu l'équivalent jusqu'ici. À l'attention des travailleurs immigrés. Voilà. D'accord. Et il y a toute une série d'explications des termes à la fin. Il y a un lexique. Et puis il y a toute une série d'adresses et d'organisations qui œuvrent dans ce domaine-là. Qui peuvent, aider dans ce domaine. Écoutez, merci infiniment, Sardaigne, de nous avoir appelés, parce que toutes ces informations peuvent nous être bien utiles. En tous les cas, pour ceux qui sont légitimes à quand même, comme Jamel, parce que c'est vrai que lorsqu'on est dans une situation de précarité et qu'on a face une grande machinerie qui se met en branle. Oui. On constate le dénuement et cette situation ubuesque dans laquelle il s'est retrouvé. Et aujourd'hui, il est marié, il a un enfant, et je pense que s'il a des récépissés, c'est parce qu'ils ne peuvent plus faire autrement. Alors, ils font durer, mais ils ne peuvent plus faire autrement parce que, encore une fois, la Convention européenne des droits de l'homme et la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme indiquent et spécifient que chacun a droit au respect de sa vie familiale et privée, et notamment à celle de sa vie conjugale, à celle d'un lien qui le rattache et qui l'enracine dans la France via son épouse, et puis son enfant, qui sont des nationaux. D'accord. Bon, écoutez, Jamal est sur la route, donc je pense qu'il vous aura entendu, et j'espère que ça lui sera utile. Et puis peut-être à d'autres auditeurs aussi qui sont dans cette situation. Merci beaucoup de nous avoir appelés, et bravo pour ce que vous avez fait. Merci Sardaigne. Au revoir. Pour rejoindre Caroline Dublanche, appelez le 39 21, 34 centimes la minute. Des mails qui arrivent sur europe1.fr. Elena qui dit pour l'aide juridique, il y a les avocats d'office ou bien l'aide juridictionnelle qui est gratuite, si possible, évidemment, si on entre dans les conditions. Catherine qui dit « Je ne suis pas avocat, mais il est extrêmement choquant d'entendre vilipender les associations et les avocats, car ils sont nombreux à aider efficacement. » C'est vrai qu'il y a beaucoup d'avocats, Sardaigne en parlait, qui travaillent, qui militent même au sein d'associations. Catherine dit le réseau RSF, Droit d'urgence, CIMAD, France Terre d'Asile et bien d'autres encore. JB dit « Je suis d'accord que la CIMAD est la seule association acceptée et présente dans des centres de rétention. J'ai été moi-même arrêtée 2 fois et placée en centre de rétention. » JB qui dit je vais un jour vous appeler pour vous raconter toute mon histoire avec plaisir. Il y a Libellule aussi qui dit l'officier d'état civil ne vérifie pas la situation des ressortissants étrangers mais seulement la validité du mariage s'il pense que c'est un mariage blanc en contactant le procureur de la République. Alors c'est ce que nous expliquait Sardaigne. Il y a un nombre important de ressortissants étrangers qui entrent tous les jours en situation irrégulière sur le territoire français. Jamal étant parent d'enfants français, seule sa participation à l'éducation de cet enfant sera examinée. Il obtiendra une carte en cette qualité s'il remplit cette condition. Bonne continuation, nous dit Libellule. On va changer de sujet en accueillant Eric. Bonsoir Eric. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Je vous avais appelé il y a 2 ans. Oui. Pour mes 50 ans, je ne sais pas si vous vous souvenez. Il faudrait m'en dire un petit peu plus. Alors j'étais Eric Logre. Eric Logre, mais dites-moi. J'étais Shrek à l'époque. Et pourquoi étiez-vous Shrek? Ça me dit quelque chose que ce surnom-là, ce pseudo-là. Pourquoi aviez-vous pris ce pseudo? Parce qu'à l'époque, j'étais pas très bien. Oui. Je venais d'avoir 50 ans, j'avais divorcé, etc. Oui. Et puis, je n'étais pas bien. Donc, je me permettais mais le Shrek, en même temps, c'est un ogre gentil. Est-ce que vous avez trouvé votre princesse? Voilà. Ça y est. Ah bon? Oui. C'est comme dans le conte alors, c'est un petit peu. Ouais.
Donc voilà, j'étais juste pour vous donner un petit peu de mes nouvelles. Ah ben c'est formidable alors. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé plein de choses pendant ces 2 ans. Oui, enfin toujours. Ça fait pas très longtemps quand même. Hein, ça fait juste 2 mois. Oui. Mais c'est très bien quoi. Dans quelles circonstances l'avez-vous rencontré sur un site de rencontre quand même. Sur Mythique pour oui. Mais bon. Bah, peu importe, c'est pas, c'est ce qui compte, c'est que vous vous plaisiez. Peu importe après comment, enfin, je veux dire après que ça soit un site de rencontre, vous auriez pu aussi bien la rencontrer dans une soirée ou. Il y a plein de gens qui se rencontrent maintenant, mais il y a plein de gens qui se rencontrent sur un site de rencontre. Bah oui, et puis moi j'y croyais pas, mais finalement c'est arrivé. Bon. Et alors, comment ces 3 premiers mois de relation? Eh ben super. Ouais. Super. Bon. Et je tenais encore une fois à vous remercier vous. Caroline. Ah ben moi j'y suis pas pour grand chose, Eric. À l'époque, vous m'avez bien aidé et il y a plein de gens qui m'avaient téléphoné, etc. Après l'émission et ça m'avait beaucoup aidé. Parce que vous n'étiez pas bien, c'était le cap de ces 50 ans qui était difficile pour vous. Puis, il y avait plein de choses. Oui. Mais j'ai toujours gardé les podcasts. Je les ai gardés. Ah oui, vous l'aviez enregistré? Oui. Donc vous le réécoutez pour vous dire que finalement la roue tourne. Voilà. Et maintenant je vais avoir 52 ans. Oui. 2 ans après. Oui. Et l'émission m'avait beaucoup apporté pour me donner un petit coup de fouet, avec tous les coups de fil que j'ai eu après. Vous aviez eu, oui, comment ça s'était passé? Parce que souvent, il y a quand vous parlez comme ça à l'antenne, il y a ce qui se dit à l'antenne, et puis il y a ce que l'on sait moins, ce qui se passe hors antenne. C'est-à-dire que justement, j'avais eu pas mal d'appels. J'avais appelé aussi des gens et qui m'avaient donné un petit boost. On va dire. Oui. Et puis voilà. Puis maintenant, j'ai rencontré ma princesse. Oui. Votre princesse, comment elle s'appelle dans le film? Je sais plus. C'est ce que dit Sergio. Ne dites surtout pas de mal de Shrek, gros ogre tout en tendresse. Il ajoute moi mais en vert. C'est ça. C'est qu'il est tout très très tendre. Il fait peur. Apparemment, tout le monde il impressionne comme ça, mais en fait, il est plein de tendresse. Il est très caustique en même temps, très drôle. Voilà. Et c'était vous qui vous étiez surnommé comme ça? Oui, je sais pas si vous vous souvenez, Caroline. Oui, mais ça me dit quelque chose parce que très longtemps. Parce que oui. J'avais tenu l'antenne très longtemps. Oui. Je me souviens de vous. Je suis heureuse de voir que vous allez beaucoup mieux aujourd'hui. Oh oui. Bon. Écoutez, j'en suis vraiment ravie. Et donc vous vous sentez comment? Toujours un peu Shrek ou pas? Ou plus du tout? Un petit peu moins. Un petit peu moins. Bon. Je suis un petit peu plus prince charmant, on va dire. Voilà, vous êtes devenu un prince charmant. Voilà. Vous avez rencontré votre belle. C'est Fiona, me dit Fifi. Oui, c'est Fiona. C'est ça, voilà, c'est ça. Fifi qui connaît ses classiques. Oui, c'est ça. Oui, puis il y a ah ben non, c'est Asiba. Bon, c'est Fabrice. Bon, allez, c'est toute l'équipe qui a passé, mais enfin, je croyais que c'était Asiba qui regardait, mais non, c'est Fabrice. C'est qui est une petite fille certainement, et donc qui doit regarder tout ça. Mais bon, donc il y a l'âne, je sais plus comment il s'appelle. Il y a tout le monde. Bon, voilà, toute la fine équipe. Bon. Bah écoutez, Sergio, lui, il est très au fait, très au courant, parce qu'au même moment, il me dit c'est Princesse Fiona, bien évidemment. Oui. Voilà. Donc,
Je vais pas vous demander si elle a le physique de princesse Fiona, parce que ça serait pas forcément très gentil, mais elle est forcément très belle à vos yeux. Ah, bien sûr. Oui, évidemment. elle est forcément à vos yeux ravissante, et c'est ce qui compte. Bon, écoutez, moi je suis ravie quand on me rappelle pour me donner de bonnes nouvelles. Eh ben voilà. Oui, parce que souvent on m'appelle pour me dire ça va pas bien, je suis pas en forme, et je suis là évidemment pour ça. Mais je suis aussi. C'est pour ça que je me permets de rappeler. Vous avez très bien fait parce que ça me fait plaisir. Au bout de 2 ans, bientôt je vais avoir 52 ans. Oui. Bientôt, et maintenant c'est bon, quoi, c'est bien, tout va bien. Bon, comme quoi, voilà, il y a des moments comme ça dans la vie où on a l'impression que tout est un peu gris, rien n'avance, où on est triste, Et encore une fois, vous m'aviez beaucoup aidé. Enfin, surtout les appels après que j'ai eu, etc. Oui, mais c'est ça. Mais c'est ce que j'aime aussi là, c'est que beaucoup de personnes, et ça arrive, ça arrive tous les soirs. Enfin, il n'y a pas une semaine en tout cas qui se passe sans que une histoire touche particulièrement, et que les personnes qui écoutent appellent le 3921, donc le standard d'Europe 1, pour dire voilà, j'ai été touchée par tel auditeur, par telle auditrice, et j'aimerais beaucoup entrer en contact avec lui. Est-ce que vous pouvez lui transmettre mon numéro? Et donc hors antenne, l'émission se poursuit, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que vous continuez à vous parler. Exactement. Et à l'époque, il y a 2 ans, beaucoup de personnes m'avaient appelé, ou moi je les avais appelés, et on a eu pas mal de relations téléphoniques, mais bon, qui ne se sont pas concrétisées. Mais bon. Oui, mais bon, c'est de savoir qu'on se sent quand même moins seul dans ces cas-là. Exactement. Ça fait du bien de se sentir compris, soutenu, et puis qu'il y a des inconnus comme ça qui sont bienveillants et qui ont pu être touchés à un moment et qui se sont reconnus, puis qui ont envie de vous apporter un petit message comme ça d'affection et de réconfort. Voilà. Bon. Mais je vous écoute tous les soirs encore. Écoutez, merci. Et j'écoute les histoires de tout le monde merci d'être toujours à l'écoute. Il y a Sergio qui me dit l'âne, c'est l'âne. Voilà, tout court. Il a pas de c'est pas Cadichon, c'est l'âne. Voilà, on lui a pas donné de prénom. Écoutez, plein de bonheur à vous, Eric. Merci beaucoup. Eric Schreck. Et je vous embrasse très fort. Moi aussi, je vous embrasse. Et embrassez Fiona pour moi alors. Ok. Au revoir. Au revoir. Pour parler à Caroline Dublanche, appelez le 39 21, 34 centimes les minutes. Bonsoir Marie-Annick. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Alors moi je vous appelle parce que j'ai un de mes enfants qui est atteint d'une maladie génétique qui s'appelle la neurofibromatose de type 2. Donc j'aurais aimé avoir des témoignages de personnes éventuellement qui connaissent cette maladie, comment elle évolue, parce qu'en ce moment mon fils, ça va faire 8 semaines qu'il est à l'hôpital. Il a perdu la voix, il n'est plus nourri buccalement, il est nourri par sonde gastrique. Et il y avait une opération de prévue le 7 juin sur Bordeaux, et puis en fait, c'est annulé parce que il y a beaucoup trop de risques. Il a quel âge, votre fils ? 41 ans. 41 ans. Et quand est-ce qu'on lui a découvert cette maladie ? À l'âge de 19 ans. Ah oui, d'accord. Et là, ça se dégrade. Elle évoluait là, bas bruit jusqu'à présent ? Elle évolue, oui. C'est-à-dire que quand on lui enlève, on regroupe ça dans les tumeurs, parce qu'en fait, il y a des neurinomes, des schwannomes, des granulomes, mais en fait, on dit toujours des tumeurs. Là, il y a un kyste qui vient d'apparaître dans le tronc cérébral, qui est très en profondeur, qui lui immobilise toute la joue droite. Donc ça atteint la parole, la déglutition. Que vous disent les médecins par rapport à ça ? Parce qu'il est suivi. C'est quel type de médecins qui sont des
Des neurologues, des rhumatologues? Qui suit? Quelle spécialité? Parce que moi, je ne suis pas médecin, donc je peux pas... Non. Oui. Disons qu'on va sur Bordeaux, on voit une neurochir et puis un professeur qui est ORL. Mais trouver un médecin spécialisé dans la maladie, justement, je ne sais pas s'il y en a vraiment. Et qu'est-ce qu'ils me disent, les médecins? Ils ne me laissent pas d'espoir, quoi. Pas d'espoir dans quel sens? C'est-à-dire, ils vous disent que c'est une maladie qui évolue, qu'on ne peut pas freiner l'évolution de la maladie? Non, parce que mon fils, il va s'en aller, quoi. Oui. Oui, qu'il n'y a pas de possibilité de rémission. Non, parce que cette opération-là, si éventuellement on avait pu la faire, évidemment, ça aurait dégagé le tronc cérébral, donc il aurait retrouvé la parole. Mais il a tellement maigri, tellement... il perd toutes ses forces, en fait. Oui. Et puis là, du fait qu'il ne mange plus, vous savez, buccalement, alors il réclame des yaourts, vous savez, des choses... Et on ne peut pas, oui, c'est ça, c'est trop risqué d'intervenir, d'enlever là où c'est situé, cette tumeur. Parce que là où on est... je peux pas dire le nom de la ville, en fait. Il a été hospitalisé, en fait, c'était pour une très grosse infection urinaire, une pyélonéphrite. Ils lui ont fait une anesthésie pour lui poser la sonde, la sonde gastrique. Et il a fait une apnée respiratoire. Alors maintenant, les médecins ne veulent plus prendre le risque de lui passer quoi que ce soit par la bouche, même pas une cuillerée d'eau, une cuillerée de... Et c'est vrai qu'on devait partir sur Bordeaux le 4 juin. L'opération avait lieu le 7. Mais bon, il a un poids très très faible, parce qu'il fait que 48 kg de sang. Oui, en effet. Là, il a pris, il a pris 1,6 kg avec les poches qu'on lui donne, mais bon, et on est quand même à 1160 km de Bordeaux. Donc, la neurochirurgie, je l'ai régulièrement au téléphone. Et elle me dit j'aimerais voir votre fils, mais bon, un transport dans la même journée pour lui, ce serait trop fatigant. Oui, c'est ça, dans son état. Donc, il faudrait que, si vous voulez, avant on appelait ça du gavage, quoi. Voilà, maintenant, ils ont changé de terme. Mais là, il le bourre de calories. Et ça, il ne le sait pas. Il ne sait pas que l'opération a été annulée, en fait. Oui, comment est-il, lui? Parce que ça, en plus, ne plus pouvoir parler, ça doit être compliqué, parce que comment peut-il communiquer? Comment vous communiquez, là, avec lui? Parce que vous... par ardoise. Oui, il écrit. Non, moi j'écris, lui, non, parce qu'il n'a plus de force. Il n'a pas la force d'écrire. Non, et puis il n'entend plus du tout. Donc, ou alors avec des gestes, il y a des choses qu'on arrive à comprendre, quoi, si vous voulez. Lui n'a pas la force d'écrire. Non, parce que rien ne tient, si vous voulez, dans la main, quoi. D'accord. Parce que tout le côté droit, on a pris un coup, parce que c'est un nerf qui est hyper important dans le... Et là, maintenant... J'aurais voulu savoir aussi, est-ce que pour les opérations, est-ce qu'il y avait que des anesthésies générales? Est-ce qu'on ne peut pas extraire ce fameux kyste qui est dans le tronc cérébral par rayon? Voilà. Oui. Voilà. Et il n'y a pas d'association qui... par rapport à cette maladie-là,
Parce qu'il doit y avoir d'autres personnes, puisque c'est le sens de votre appel. Hein. Vous pouvez redonner le nom de la maladie, Marie-Annick ? Ça s'appelle la neurofibromatose de Recklinghausen. Mais bon, ils ont diminué quand même parce que c'était un peu trop long, la maladie. Ils appellent ça la NF de type 2. D'accord. Bon, 39-21, si des personnes connaissent, ont dans leur entourage quelqu'un qui est atteint de cette maladie. Et vous, par rapport à Internet, vous n'avez pas vu, il n'y a pas de site d'association sur ce type de maladie? Je n'ai pas d'Internet. Hein. Ah, vous n'avez pas Internet. Et vous n'avez pas quelqu'un dans votre entourage qui a Internet parce que... Si, j'ai une sœur qui a regardé, mais en fait, elle trouve que sur la NF de type 1, donc qui est totalement différente de la 2. D'accord. Si vous voulez, les tumeurs se logent dans les fibres nerveuses. D'accord. À chaque fois qu'il y a opération, il y a forcément paralysie. Mais est-ce qu'il y a une association pour celle de type 1 ou pas? Je ne sais pas, mais il fut un temps, c'était dans les premiers temps, il laisse sa maladie parce que, c'est à l'âge de 19 ans qu'on a découvert ça. Donc, moi, j'allais sur Nantes, à une association. Et puis, lui, je lui ai dit, tu devrais y aller, tout ça, mais il voulait pas voir, parce que moi, j'ai vu des choses qui étaient vraiment terribles, quoi. Mais lui, il voulait pas y aller, donc, comme il était en couple, je ne m'occupais plus, quoi. Il voulait pas que je m'en occupe de sa maladie. Oui. Voilà. Bon. Donc l'association, je ne sais pas si elle existe toujours. Parce que ça serait important de rencontrer des personnes. C'est toujours important d'avoir un soutien de personnes qui sont confrontées directement à la maladie. Ou des personnes de l'entourage, de pouvoir poser des questions, parce que souvent ils sont très actifs, ils connaissent toutes les avancées, tous les derniers traitements, les questions que vous posez. Il n'y a pas de traitement, justement. Non, pas les traitements, mais même les interventions chirurgicales, la question que vous posez, est-ce que ça peut se traiter autrement que par une intervention, peut-être par rayon ou autre? Vous voyez, une association, en général, les associations sont toujours... au fait très informé de tout ce qui se fait. Donc, si pour la maladie H1, s'il y en a une, peut-être qu'il pourrait dire, il y en a aussi une autre pour la maladie de votre fils. Ça vaudrait la peine de se renseigner. Parce que alors en même temps, c'est vrai qu'on peut penser que le neurochirurgien aussi, c'est ce qu'il fait. Oui, parce qu'ils connaissent bien la maladie. Est-ce que vous avez posé la question au neurochirurgien en disant disons que moi, je l'appelle, mais c'est une femme qui est très prise, un professeur, évidemment. Oui, mais enfin, elle peut... Elle me rappelle quand même, c'est une femme vraiment charmante. Elle se montre disponible, pour vous, malgré tout. Oui. Est-ce que vous lui avez posé la question de dire si ce n'est pas possible, ce que vous dites là, par rapport à la chirurgie, est-ce que ça pourrait être possible autrement par des rayons? Vous lui avez demandé à elle? Non, parce que la dernière fois qu'elle m'a appelé, qu'elle m'a annoncé que l'opération n'aurait pas eu lieu, je sais pas. Oui, ça a été terrible pour vous. J'ai été choquée, puis je n'ai pas pu lui poser quoi que ce soit comme question, quoi. Parce que je sais qu'il existe le Gamma Knife, mais le Gamma Knife, apparemment... C'est quoi, ça? C'est un laser. D'accord. Mais apparemment, il ferait plus de dégâts qu'une intervention médicale, quoi. Oui, voilà. La dernière fois, il vous fallait déjà digérer cette nouvelle que l'intervention n'aurait pas lieu. Ouais. Peut-être que d'ailleurs, par rapport à votre fils, c'est important que ça soit le médecin qui lui explique, la neurochirurgien, pourquoi elle ne la fera pas. Parce que votre fils doit placer beaucoup d'espoir dans cette intervention. Donc je comprends que vous ne lui ayez pas dit, c'est difficile. Ah non, est-ce que c'est vraiment à vous de lui dire, ou en tout cas que vous soyez présente à ses côtés, mais que c'est important que ça soit
enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est aussi aux médecins, enfin aux neurochirurgiens de dire, parce que d'expliquer, qu'ils puissent expliquer pourquoi, pour quelles raisons. Disons que la raison... Non, mais la raison, vous la connaissez, mais je veux dire par rapport à votre fils, voyez, de dire, c'est au médecin aussi, de dire, c'est votre fils, c'est pas parce qu'il ne peut plus parler qu'on ne doit pas s'adresser à lui. C'est lui le patient, c'est lui qui est concerné. Donc le médecin doit pouvoir aussi lui dire à lui. Vous ne pensez pas ? Si, mais bon, disons qu'on est à 160 km de Bordeaux. Oui. Donc un transport pour lui en ambulance, parce que les transports sont dans la journée. Hein. Oui. Une consultation, ça dure 20 minutes. Oui. Mais est-ce que quelqu'un d'autre pourrait pas lui dire de là où il est hospitalisé ? Enfin, je ne dis pas qu'il y a urgence à lui dire, hein. Vous voyez, c'est pas du tout. Mais qu'à un moment, il va se poser la question, il va se demander. C'est pas. Vous voyez, je suis pas du tout en train de dire qu'il faut lui dire quand il n'y a pas de précipitation à avoir, hein, vraiment. Mais qu'à un moment, peut-être qu'il va se poser la question de plus en plus, vous demander, et que pour lui annoncer. Alors peut-être que vous attendez pour lui annoncer d'espérer qu'il y ait autre chose. L'intervention n'aura pas lieu, mais on peut te proposer autre chose. C'est ça que vous attendez. S'il reprenait du poids, éventuellement le transport sur Bordeaux pourrait se faire. Et puis, ce professeur veut vraiment le voir, quoi. Voilà, elle veut le voir. Elle me l'a bien dit la semaine dernière. Et elle me dit, je veux voir votre fils. Mais bon, c'est pareil. Par hélicoptère, c'est pas possible non plus de faire déplacer un hélicoptère pour une consultation de 20 minutes. Il a déjà été transporté par hélicoptère suite à une méningite. Hein. Mais là, pour une consultation, c'est pas possible, quoi. Je pense pas que la Sécu accepterait, surtout à l'heure actuelle, de prendre en charge un transport par hélicoptère. Et puis disons que quand il va à Bordeaux, disons que je vais avec lui, parce qu'en fait, je suis ses oreilles. Hein. Alors, quand il se fait opérer, parce qu'il s'est fait déjà opérer plusieurs fois à Bordeaux, moi, je reste dans une pension de famille pour être près de lui. Parce que sinon, il n'a personne, il n'a pas de visite. Donc, et puis j'arrive à communiquer avec lui tout en lui disant ce que me disent les infirmières, parce qu'il me pose des questions en permanence. Et de quoi tu discutes avec l'infirmière, voilà. Parce que tout le monde ne prend pas le temps non plus de lui écrire sur l'ardoise. Oui, et c'est très dur pour lui parce que... Oui, il doit se sentir très, très isolé. Isolé, oui, complètement. Alors que, c'est vrai que là, ce truc-là n'était pas prévu au programme parce qu'il n'apparaissait pas sur les autres IRM et puis il a poussé comme ça parce que, vous savez, mon fils, il vivait tout seul chez lui. Il se faisait à manger, il faisait sa toilette tout seul, malgré qu'il est en fauteuil roulant, paraplégique. Oui, mais il était néanmoins autonome. Enfin, il avait une autonomie, il tenait. Oui. Chose que maintenant, il n'a plus, quoi. On a Sabine, c'est dommage, il y a Sabine qui a appelé le 3921, qui est médecin mais qui ne souhaitait pas s'exprimer à l'antenne et qui dit que c'est une maladie orpheline caractérisée par la survenue de tumeurs bénignes qui poussent un peu partout, ce que vous nous disiez, et que donc il est très important de s'entourer des meilleurs spécialistes. Alors peut-être que Sabine pourrait au moins peut-être appeler le 3921 pour dire si elle connaît des spécialistes, voyez, puisque pour nous donner au moins des coordonnées. Elle dit la chirurgie du cervelet n'a pas été annulée, mais reportée, peut-être le temps qu'ils prennent du poids. Voilà, c'est possible, c'est ce que le neurochir m'a dit. Alors ça change quand même, ça changerait la donne, hein, ça. Oui, mais il y a aussi le problème des anesthésistes, vu ce qui s'est passé par ici. Oui. C'est qu'il a fait une fausse route, si vous voulez. D'accord. Suite à l'anesthésie, et il
a fait une apnée respiratoire. Voilà. Oui, donc ça, évidemment. Mais maintenant, c'est ce qu'on nous a dit à l'hôpital. Mais vous savez, oui, mais on ça, n'a alors, pas de professeur par chez nous, donc on n'a pas de grands médecins non plus. Donc, non, mais c'est vrai qu'il faut déjà, il faudrait déjà, vous voyez, c'est parce que moi j'avais entendu que c'était annulé du fait de la localisation de la tumeur. Mais alors il y a ça, mais si c'est aussi parce qu'il est très affaibli, voilà. mais peut-être aussi qu'il se requinque, qu'il reprenne du poids, et qu'à ce moment-là, ça peut être envisagé. On puisse envisager. Oui. Bon, et refaire le point avec la neurochir. Oui. Et concernant les apnées respiratoires, il y a d'autres personnes parfois qui font des apnées respiratoires et néanmoins qui ont des anesthésies. Mais on s'entoure de toutes les précautions nécessaires, d'autant plus que qu'on le sait. Oui. Et puis, vous voyez, et qu'on attend, là, il est trop affaibli pour avoir de toute façon une quelconque anesthésie. Oui, il est trop affaibli. Donc, effectivement, ça ne sert à rien de dire que c'est annulé, puisqu'il peut y avoir une possibilité. Il faut pour le moment le maintenir, faire qu'il reprenne. Et il a repris déjà. Il a repris, ce qui est bon signe quand même. Hein. Oui, parce que la neurochirurgienne m'a bien dit, comme il devait rentrer le 4, elle m'a dit à 2 jours éventuellement de l'entrée qui était prévue, s'il a bien repris, on pourrait se voir à ce moment-là. Donc, faudrait espérer qu'il reprenne du poids, quoi. Oui. On va accueillir Aline qui est avec nous. Bonsoir Aline. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Et bonsoir madame. Bonsoir. Je n'ai plus le prénom. Marie-Annick. J'ai pris le témoignage dès le départ et après j'ai éteint mon petit poste et donc j'ai pas tout écouté. Mais très rapidement, il m'est venu à l'idée, c'est peut-être tout... Je sais pas si c'est une piste, mais est-ce que cette dame pourrait pas demander par exemple à l'AFM, l'association française contre les myopathies, parce que quand on fait le téléthon, c'est vrai que moi je donne un petit peu et il semblerait quand même, je suis dans le milieu médical, mais je suis pas médecin ni chirurgien, mais disons que ils ne traitent pas uniquement des myopathies, ils ont quand même un champ de recherche et ils visent d'autres maladies aussi qui sont quand même pas très communes, parce qu'apparemment le fils de cette dame a une maladie qui est pas commune quand même. Mais c'est une bonne piste, vous avez raison Aline, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup, ils s'occupent des maladies orphelines. Donc, il y a quand même des médecins, il y a quand même... mais je me permets de vous interrompre Aline, parce que je voulais remercier infiniment, même si c'était une très bonne idée, je voulais remercier infiniment Hélène, qui a appelé le 3921, lui souhaiter bon courage d'ailleurs, parce qu'Hélène est atteinte de cette maladie, et elle est en contact avec l'association ANR, association neurofibromatose et Recklinghausen, et elle nous a donné. J'entends bien ce que vous dites. Elle nous a donné un numéro de téléphone, donc on va vous communiquer, Marie-Annick. Là, j'ai rien sous la main. On va vous le donner hors antenne, mais je le donne quand même à l'antenne parce que qui sait, ça peut être utile à d'autres personnes. C'est le 03 20 54 72 76 03 20 54 72 76, et sinon il y a un site aussi, c'est www.anrfrance.fr. donc c'est une association qui s'occupe de cette maladie. Donc on va vous donner les coordonnées hors antenne, Marie-Annick. Merci infiniment à Hélène d'avoir appelé. Merci, et à vous aussi, Aline, parce que c'était une bonne piste. Je vous en prie, au revoir et puis bon courage à cette dame. Merci beaucoup. Bonne soirée. Bon courage. Les Français et les Canadiens, ils ont ouvert des laboratoires justement pour faire des recherches sur cette maladie et trouver éventuellement un traitement. Mais bon, c'est vrai que les recherches, ça prend des années et des années. Et oui. Oui, mais si vous voulez, c'est important quand même de vous mettre en contact avec l'association, parce que vous voyez, par rapport à la question que vous vous posez sur la localisation de la tumeur, qu'est-ce qui peut être mis en place, de toute façon, vous savez,
de pas être isolé, de pouvoir échanger avec d'autres personnes qui connaissent bien. C'est évidemment malheureusement comme ça peut pas, il n'y a pas de baguette magique si on pouvait, mais c'est important de parler avec d'autres personnes qui connaissent bien ça et où vous pouvez échanger comme ça des conseils, du soutien, du réconfort. Il y a Laurence de Picardie et il y a Eridan qui dit que de courage vous faites preuve, parlez-lui à votre fils en lui présentant cela comme un espoir. Je pense qu'il perçoit évidemment les choses, il ne s'agit pas de lui cacher les choses, il faut qu'il garde espoir, bon courage à tous les deux. Et surtout ne raccrochez pas, Marie-Annick, on va vous donner les coordonnées de l'association hors antenne. D'accord. Très bon courage à vous. Merci. Ne raccrochez pas, Julie va vous donner ça. Caroline. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Belle nuit à vous, faites de jolis rêves.